Bonjour, bienvenue dans cette chronique de l'Amérique latine de rentrée 2021-2022. C'est en effet la reprise de ces capsules vidéo que l'IRIS vous propose à échéance régulière et qui concernent finalement le suivi et l'analyse de l'actualité politique, économique et géopolitique de l'Amérique latine. Alors, pour démarrer cette nouvelle saison, si je puis dire, j'ai choisi de parler un peu du Brésil, évidemment, vu la place qu'occupe ce pays sur la scène régionale et parce qu'évidemment, il se passe beaucoup de choses, même chaque semaine, des événements nouveaux qui préoccupent toujours un petit peu plus l'observateur avisé ou en tout cas simplement intéressé à ce qui se passe en Amérique latine avec les conflits qui se succèdent entre le président Jair Bolsonaro et une partie de son opposition politique, mais également d'autres institutions de l'État brésilien comme la Cour suprême qu'on appelle le tribunal suprême fédéral au Brésil ou le tribunal électoral qu'on appelle le tribunal supérieur électoral. Pas une semaine ne se passe sans qu'une nouvelle affaire, un nouveau conflit intervienne entre le président Bolsonaro, ses institutions auquel il faut ajouter le Congrès brésilien. J'aimerais un petit peu au-delà, disons, de l'écume des choses, des événements qui, comme ça, émaillent l'actualité brésilienne, réfléchir un petit peu à ce que ça nous dit de l'évolution du scénario politique général dans ce pays. Alors, dans la dernière séquence, on l'a vu, M. Bolsonaro avait appelé ses partisans à se mobiliser massivement le 7 septembre 2021 pour le soutenir dans son combat contre la Cour suprême qui a lancé contre lui des différentes procédures pour diffusion de fausses nouvelles concernant le système électoral, en particulier électronique brésilien, dont la légitimité et la fiabilité est mise en cause par Jair Bolsonaro. D'autres procédures de la Cour suprême sont en cours sur la gestion de la pandémie du président, sur des affaires supposées de corruption qui concernent son entourage, en particulier ses fils. Je pense à Flavio Bolsonaro, par exemple, qui est sénateur à Rio de Janeiro. Bref, une série comme ça de procédures et d'enquêtes qui sont lancées, qui entourent de plus en plus, qui enserrent ce président Bolsonaro, par ailleurs en situation de fragilité de popularité, dont la popularité est en baisse dans un climat social et économique très mauvais. Et on a vu beaucoup de choses se passer ces dernières semaines. Et le dernier coup de théâtre, donc, ça a été cette mobilisation dont certains considéraient qu'elle allait peut-être ouvrir un cycle de coups d'État au Brésil. Ça aurait été un petit peu original de voir un coup d'État annoncé depuis des semaines sur les réseaux sociaux avec une date et une heure. Donc, c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Jair Bolsonaro a donc finalement mobilisé ses troupes, la frange militante, pour montrer qu'il avait encore du poids, qu'il était capable de mobiliser pour un rapport de force politique avec ses opposants et les institutions du pays. Et donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas un échec, même s'il n'a rien, annoncé de particulier. C'est même semblait reculer un petit peu en disant qu'il respectait les institutions, la Cour suprême, mais que certains des juges qui étaient dedans outrepassaient leur pouvoir. Il a même, semble-t-il, été un peu débordé par les secteurs les plus durs de son mouvement, puisque le lendemain du 7 septembre, des camionneurs bloquaient des routes dans 12 États du Brésil, obligeant M. Bolsonaro à leur demander de partir. Donc on voit que le climat est électrique. Mais qu'est-ce que tout ça nous dit ? Eh bien, je pense que ce qui est en train de se passer au Brésil, c'est que il y a une sorte de fuite en avant, une sorte de décomposition latente qui surtout continue et se déploie au fur et à mesure des semaines dans un pays qui connaît non pas simplement une crise politique, mais une vraie crise démocratique et un conflit des institutions de l'appareil d'État depuis fort longtemps. Et tout ça va continuer dans les mois qui viennent dans un contexte où l'opposition politique à Jair Bolsonaro à gauche ne mobilise pas massivement non plus dans les rues, bien que son champion Lula apparaisse aujourd'hui comme celui qui peut remporter la présidentielle si elle a lieu et si il est en situation de pouvoir y être présent.
et également une situation où la droite et le centre-droite traditionnel brésilien aimeraient pouvoir se passer de Jair Bolsonaro en 2022 avec un candidat qui leur soit propre, qui leur évite de faire comme elles ont fait en 2018, c'est-à-dire soutenir Bolsonaro. Alors voilà un peu ce schéma. Et ce qui va se passer, je crois, c'est que Jair Bolsonaro n'a qu'un objectif, c'est le maintien, de se maintenir au pouvoir politique, et que pour cela, il sera prêt à tout, et que deux hypothèses doivent être formulées. La première, c'est que peut-être, effectivement, Bolsonaro a une arme, c'est un pouvoir de nuisance permanent qui peut peut-être lui permettre à un moment donné de repousser, de suspendre ou d'empêcher la tenue des élections en 2022, ce qui projetterait encore le pays dans un peu plus de chaos, mais c'est cette stratégie-là qui permet à Bolsonaro finalement de se maintenir au pouvoir, de mobiliser ses soutiens et d'empêcher une alternative à son pouvoir et de continuer à pousser le Brésil petit à petit, par truchement, eh bien, vers un modèle de pouvoir de plus en plus autoritaire. Ça, c'est une possibilité qu'il faudra suivre. Et la deuxième chose qu'il faut avoir en tête lorsqu'on parle du Brésil aujourd'hui, c'est que c'est un pays, parmi les pays où les militaires ont le plus de poids aujourd'hui, après quelques années de gouvernement Bolsonaro et du précédent de Michel Temer. Les militaires sont largement au pouvoir au Brésil. On pense souvent à Cuba quand on parle des militaires au pouvoir ou du Venezuela. Et bien, le Brésil aussi. Et ça, c'est un point important. Jamais les militaires n'ont eu autant de pouvoir depuis la dictature des années 60. Ils détiennent énormément d'activités économiques, commerciales, d'entreprises publiques brésiliennes. C'est eux qui sont dans beaucoup de ministères, dans les administrations, les hautes administrations. Ils sont directement aux affaires dans des collectivités locales, au niveau des gouvernements. Ils décident et ils ont en charge la politique amazonienne du gouvernement, ainsi que la politique d'octroi des terres aux populations indigènes. Donc les militaires sont largement au pouvoir au Brésil et il ne faudrait pas que la figure de Bolsonaro occulte ce point important. Et qui que ce soit qui serait le prochain président de la République brésilienne ou présidente, si ces élections se tenaient en temps et en heure comme c'est prévu en 2022, devra composer avec un appareil d'État largement aux mains des militaires et pas qu'un appareil d'État, comme je vous le disais, aussi beaucoup de secteurs économiques. Et ça, c'est quelque chose qui va concerner aussi bien Bolsonaro à l'avenir qu'un autre candidat, qu'il soit de droite, de centre-droit, ou Lula s'il revenait au pouvoir. Ce ne seraient pas du tout les conditions qui étaient celles qui ont précédé l'arrivée de Bolsonaro et encore moins les conditions de celles dans lesquelles il est arrivé au pouvoir en 2002, ce qui va beaucoup peser, car il faudra donc composer avec ce secteur militaire au pouvoir au Brésil. Et aujourd'hui, la figure de Bolsonaro est à la fois un porte-parole, une incarnation de cette tendance, de ce développement brésilien, mais également peut-être une figure qui cache un petit peu l'importance prise par ce phénomène de militarisation des pouvoirs politiques et économiques au Brésil. Et c'est donc dans ce contexte-là qu'il conviendra de lire les prochains événements qui ne manqueront pas de se déployer dans ce pays, qui continueront de, exprimer cette polarisation de la vie politique, cette crise dans laquelle le Brésil est désormais plongé.